Le pont aux corbeaux, chapitre 2, Confession. Hugo, mercredi 19 janvier 1944. C'est étrange, j'ai l'impression d'avoir dormi très longtemps et qu'il y a quelqu'un près de moi qui me tient la main. Je suis comme dans du coton. Puis je replonge avant de rouvrir péniblement les yeux. Quelqu'un me tient bien la main, mais ma vision est encore un peu floue. Monsieur Steinert, serrez ma main, demande la silhouette près de moi. J'obtempère en entendant cette voix féminine qui me parle avec douceur. « Avez-vous mal ?»« Non », fais-je d'une voix si rauque que je ne me reconnais pas. Ma réponse spontanée semble soulager ma garde-malade que je vois un peu mieux. « Je suis au paradis ?» m'enquiert d'une voix toujours aussi éraillée. « Je vois un ange. »« Non, monsieur Steinert, vous n'êtes pas au paradis. Il n'y avait plus de place pour vous, rétorque la jeune femme. Vous êtes à l'hôpital de Chamonix. Vous êtes donc bien un ange, insistai-je. Non, je ne suis qu'infirmière. J'ai donc raison, vous êtes un ange blanc. N'est-ce pas ainsi qu'on appelait les infirmières pendant la Grande Guerre? Elle ne répond pas à cette question et se contente de sourire. Vous avez un joli sourire. Merci, murmure-t-elle en rougissant. Que s'est-il passé? Demandai-je. Je veux dire, pourquoi suis-je ici? La voiture dans laquelle vous étiez a eu un accident. Mon regard se fixe sur la jeune infirmière, cherchant à capter une réponse dans les yeux verts qui me scrutent. Puis mon regard s'échappe vers le vague, fouillant dans ma mémoire pendant quelques secondes. Oui, je me souviens. Nous étions sur la route qui mène de Valorcine au col des Montets. La voiture a dérapé. Le chauffeur a perdu le contrôle et elle est sortie de la route. Elle est partie en tonneau et après, je ne sais plus. La voiture a été arrêtée par un arbre à une dizaine de mètres en contrebas de la route. Et le chauffeur? L'autre passager, nous étions 3. Je suis désolée, ils n'ont pas survécu. Vous avez été éjecté. Sans doute parce qu'une des portières arrière s'est ouverte pendant les tonneaux. Le curé de Valorcine et mon père ont d'abord trouvé la voiture et vos 2 compagnons, puis vous, grâce à Grizzly. Grizzly? Fais-je étonné. Le chien de mon père, un Saint-Bernard de 80 kilos. Il vous a sauvé doublement, en vous trouvant et en vous protégeant de son corps contre le froid, pendant que mon père allait chercher de l'aide. J'essaie de me tourner vers elle, mais elle m'arrête d'un geste. Doucement, n'essayez pas de vous coucher sur votre côté droit. Vous avez une fracture de la partie supérieure de votre humérus. Je n'ai pas mal, mais je me sens un peu vaseux, avouai-je. Normal. Quand vous avez été éjecté, votre tête a dû heurter un rocher dissimulé sous la neige, ce qui vous a entaillé un peu le crâne et qui a provoqué un traumatisme crânien. Conséquence, vous avez perdu connaissance. Nous ignorons combien de temps vous êtes resté exposé au froid ensuite. Vous avez été trouvé un peu avant 19h30. Je crois que l'accident a dû se produire vers 17h45. Je n'en suis pas certain. Je me souviens juste que la nuit était tombée et qu'on n'y voyait pas grand-chose avec la tempête de neige. La jeune femme m'explique que je suis restée dehors dans la neige dans le blizzard, par moins 10 degrés, et me répète que j'ai eu de la chance que Grizzly me trouve. Sinon, vous seriez mort de froid. En tout cas, traumatisme crânien plus hypothermie, c'était un bon cocktail pour plonger dans le coma. J'y suis restée longtemps dans le coma. Presque 11 heures. Ça valait le coup, déclarai-je presque joyeusement. Elle reste un instant muette, m'observant. Je profite de son silence pour faire de même. Elle est vraiment très jolie avec ses yeux émeraudes et son doux sourire à peine esquissé. Vous trouvez? Finit-elle par articuler. Oui, rien que pour voir un bel ange à mon réveil. Elle pousse alors un long soupir. Elle a l'air de ne plus trop savoir quelle attitude adopter devant moi. Je lui souris, mais son attitude change soudain. Un ange qui a dû fouiller vos poches pour connaître votre identité et savoir qui prévenir, lance-t-elle. J'espère que ça ne vous gêne pas.
Vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai bien remarqué que vous m'appeliez par mon nom de toute façon. En effet, monsieur Steinert. Et je sais aussi qui vous êtes exactement. Laisse-t-elle échapper d'un ton plus sec qu'auparavant. Une ombre a dû obscurcir mes yeux bleus, tant je suis perturbée par ce changement soudain. Rassurez-vous, je sais rester professionnelle, précise-t-elle. Je soigne mes patients avec la même attention, qu'ils soient français ou allemands, fussent-ils SS. Maintenant, veuillez m'excuser, je dois prévenir le docteur que vous êtes réveillé. Je reste pensif après son départ. Cette jeune femme est vraiment très jolie avec ses grands yeux verts et ses mèches dorées qui dépassent de son voile d'infirmière. C'est ce que j'ai vu en premier et je suis tombée sous le charme. D'autant que nos premiers échanges se sont déroulés sur un ton assez enjoué. Et soudain, quand il a été question de mon identité, quelque chose a changé. J'ai certes pris l'habitude d'être le plus souvent détestée depuis que je suis entrée dans la CIPO-SD en avril 1943 à Paris. Les regards expriment généralement de la haine ou de la peur à la vue de mon uniforme noir. Là-bas, j'ai travaillé pour le Sturmbannführer Hans-Josef Kiefer, chef à Paris du SD, dont le quartier général se trouve avenue Foch. C'est là que sont interrogés de nombreux agents capturés du Special Operations Executive clandestin du Royaume-Uni, surtout ceux de grande valeur, avant d'être envoyés dans des camps de concentration en Allemagne, où la plupart sont exécutés. Kiefer avait réussi à pénétrer et à détruire de nombreux réseaux, et il avait en particulier trompé le quartier général du SOE à Londres, pendant de nombreux mois, en envoyant de faux messages sans fil. Sa tactique consiste à endormir ses prisonniers, dans un sentiment de sécurité, et à les traiter comme des gentlemen et même des amis. Pour briser leur résistance et les démoraliser, il leur démontre ce qu'il sait sur le SOE. Par exemple, il les salue par leur vrai nom et leur nom de code, qui ne sont censés être connus que du quartier général du SOE. Leur montre un tableau mural de l'organisation. Il leur suggère que les Allemands et les Britanniques ont un intérêt commun à combattre le communisme et plante dans leur esprit l'idée qu'ils ont été trahis par des infiltrés en haut lieu du SOE. Depuis décembre, du fait de ma maîtrise parfaite du français, du patois savoyard et des sports de montagne, je suis au Gréco, à Annecy, où je fais partie de la quarantaine d'agents civils de la CIPO, auxquels sont aussi attachés des membres de la GFP. Autant dire que j'ai rarement l'occasion de porter mon uniforme de Oberscharführer du SD, et cela me convient très bien, car au moins personne dans la rue ne me regarde de travers. Mon français impeccable, teinté du léger accent traînant des Savoyards, me fait passer pour un Français. Aussi ai-je un peu oublié ce que ma fonction peut induire en eux. La froideur soudaine de cette jeune infirmière, qui m'attire irrésistiblement, m'a donc blessée. Car dès que je l'ai vue, mon cœur s'est emballé. Je me suis sentie sur un petit nuage, enthousiasmée par le début de la conversation avec cette jeune fille qui me répondait d'un ton léger. J'avais perçu une chaleur inhabituelle se répandre en moi, ressenti comme un flottement, comme si mon esprit se détachait de mon corps, et je n'avais plus pensé à la fonction que j'occupe depuis quelques mois seulement, et qui s'est malheureusement rappelée brutalement à moi, il y a quelques instants. Mais je suis certain d'avoir eu un coup de foudre pour cette belle jeune femme aux yeux verts, et je n'ai pas envie qu'elle sorte de mon esprit. Je suis sortie de ma rêverie par le médecin. Un homme pas très grand, un peu rondouillard, avec un début de calvitie et des petites lunettes rondes cerclées de métal. « Alors, Herr Steinert, Lucie m'a prévenu que vous êtes réveillé. Vous pouvez dire que vous avez eu une chance inouïe que le curé et le père de cette infirmière vous trouvent, car 1 heure de plus dans le blizzard et c'en était fini de vous. Qui plus est, Lucie a supervisé votre brancardage et vous a apporté les premiers soins. En fait, le prêtre m'avait retransmis sa synthèse au téléphone avant votre arrivée, et je dois dire qu'elle avait raison sur tous les points. La seule chose que nous avons fait de plus, ce sont vos radios, qui ont confirmé que vous aviez bien une fracture humérale, comme l'avait diagnostiqué cette jeune femme. Très douée, je dois le dire. D'ailleurs, elle ne vous a pas lâché d'une semelle depuis le départ. Normalement, elle ne devait reprendre son service que ce soir. Je sens une partie du poids qui m'accable depuis quelques minutes s'envoler. Ainsi, mon ange s'appelle Lucie, et elle est restée toute la nuit auprès de moi alors qu'elle n'était pas censée travailler, tout en sachant qui je suis.
Peut-être que rien n'est perdu. Elle ne m'en a rien dit, avouai-je au médecin. Ce n'est pas son genre de se vanter, encore une de ses qualités. Le médecin m'annonce qu'il va réaliser un examen neurologique pour vérifier que tout va bien de ce côté. Il fait donc le point sur ma motricité, testant mes mouvements et leur coordination, ma force musculaire, mon tonus, chose qu'avait déjà réalisée Lucie d'après les dires du docteur. Puis il évalue ma sensibilité et mes réflexes. Tout est normal au niveau moteur et sensitif. Je ne présente pas non plus de troubles sensoriels. Bien, tout cela est parfait. Votre choc à la tête n'a apparemment aucune conséquence fâcheuse. Pas de maux de tête? De nausées? Demande le médecin. Rien de tout cela, docteur. Je me sens juste encore un peu embrumé, comme quand on se réveille d'une bonne biture. Ce n'est pas étonnant. Reste votre fracture. Vous allez devoir garder un bandage comme celui que Lucie vous a fait, et ce, pendant 4 semaines. Votre épaule ne doit pas bouger. Votre bras droit doit donc rester collé au corps. Vous êtes jeune, de bonne constitution, donc tout devrait rentrer dans l'ordre dans ce délai. Bien entendu, nous n'allons pas vous garder tout ce temps à l'hôpital. Vous pourrez aller en convalescence au Majestic, où se trouvent pas mal de vos compatriotes. Merci, docteur. De rien, Herr Steinert. Je vous renvoie Lucie pour vos soins. Sur ces mots, le médecin s'éclipse, et quelques minutes plus tard, la jeune infirmière arrive dans la chambre. Rebonjour, monsieur Steinert. Apparemment, tout va pour le mieux, et vous allez avoir le droit de vous lever. Après vos soins, cela va de soi. Mais peut-être souhaitez-vous dormir encore un peu? Il n'est que 6 heures du matin. Non, cela ira. Surtout que le médecin m'a appris que vous m'avez veillé toute la nuit, après m'avoir soigné à Valorcine hier soir. Vous devez être épuisée, Lucie. En entendant son prénom dans ma bouche, elle hausse les sourcils mais élude. Je la vois déglutir, comme si elle tentait de reprendre ses esprits. Je vais vous aider pour votre toilette, mais ne croyez pas que je vais tout faire à votre place. Il vous reste un bras valide. Au fait, vous êtes droitier ou gaucher, même si j'en ai une petite idée. Malheureusement droitier. Eh bien, vous allez devoir vous habituer à vous servir de votre main gauche désormais. Croyez-moi, on s'y habitue. Je suis passé par là, je sais donc de quoi je parle. Accident de voiture aussi? Interrogeai-je. Non, chute à ski. Mais ça ne m'en a pas dégoûté pour autant, précise-t-elle, avec ce sourire que j'avais tant aimé en ouvrant les yeux. Elle disparaît quelques instants et revient avec un chariot chargé de matériel et de linge propre. Elle remplit une cuvette d'eau chaude, replie le drap et la couverture pour dégager mon thorax, avant d'ouvrir la chemise d'hôpital dont je suis revêtue et d'étendre une serviette sous mon épaule et mon bras gauche. Je vais juste laver votre bras gauche, votre dos, du moins la partie que le bandage ne recouvre pas, et vos fesses, monsieur Steinert, annonce-t-elle tout en trempant un gant de toilette dans l'eau. Je sens que je deviens rouge comme une pivoine à l'évocation de mes fesses. Ne soyez pas timide, vous sortez tout juste du coma, et je veux aussi vérifier s'il n'y a pas de rougeur au niveau de votre sacrum. Et puis, hier soir, c'est moi qui ai ôté tous vos vêtements, rigidifiés par le froid. Donc je connais chaque centimètre de votre corps. Je rougis encore plus. Mon Dieu, elle a tout vu de mon anatomie. Je vous sens crispé d'un seul coup. N'oubliez pas que je suis infirmière. Ouais, mais pas n'importe quelle infirmière, pensais-je. Une très jolie infirmière, dont je suis tombé amoureux. Bon sang, je vais devoir me maîtriser quand elle va me toucher. Finalement, tout va très vite. Après s'être occupée de mon membre supérieur gauche, elle me demande de me tourner sur le côté opposé à ma fracture pour laver le bas de mon dos et mon postérieur. Je sens qu'elle savonne puis rince aussi l'arrière de mes cuisses avant de me sécher soigneusement. Je parviens à garder le contrôle sur mon corps. Toutefois, la jeune femme semble jouer avec mes nerfs. Elle a prestement changé mon haleine également. C'est bon, vous pouvez vous remettre sur le dos. Maintenant, vos jambes et vos pieds. Je la vois déborder le drap du dessus et la couverture au niveau de mes pieds et replier le tout pour découvrir mes jambes. Ouf, j'avais peur que mon intimité soit dévoilée, ainsi que mes réactions physiologiques éventuelles à sa vue. Mais là encore,
Je garde le contrôle de moi-même jusqu'à ce qu'elle passe sous mes pieds et entre mes orteils. Chatouilleux, est-ce que je vois, émet-elle avec un demi-sourire. Désolée, mais je dois aussi rincer. Ça ne va pas être long. Elle me réinstalle confortablement en position assise, en relevant le dossier du lit, et va prestement vider la cuvette. Elle la ramène nettoyée, y reverse de l'eau chaude, et la dépose sur une petite table de lit devant moi, avec tout le nécessaire. Je vais enlever votre bandage, juste le temps de la toilette. Grâce à la radio, nous en savons plus sur votre fracture. Il n'y a aucun déplacement et je vais pouvoir positionner votre main droite un peu plus bas. Ainsi, vous pourrez vous en servir un peu plus, mais vous resterez le coude collé au corps. Je me contente d'opiner du chef sans un mot et de la regarder intensément. Elle m'a complètement enlevé la camisole, prenant soin de laisser le drap replié afin de dissimuler ce que je ne souhaite pas qu'elle voie. Mais elle sait très bien comment je suis fait. À vous de jouer maintenant. Je lave mon visage, mon cou, mon torse et mon bras droit en veillant bien à ne pas trop décoller ce dernier de mon corps, sous le regard attentif de Lucie. Elle prend le relais pour laver le haut de mon dos et de nouveau, je sens une vague de bien-être m'envahir. Puis elle me laisse faire pour ma toilette intime, détournant cette fois le regard. Elle refait ensuite mon bandage en positionnant mon bras à 90 degrés. Je ne peux qu'admirer avec quelle dextérité elle procède, veillant à installer des coussinets de coton à certains endroits pour plus de confort. Elle m'aide ensuite à enfiler une veste de pyjama dont une manche reste vide et le pantalon. Elle détourne la tête de nouveau lorsque je me soulève pour remonter ce dernier correctement. Je me sens reconnaissant de cette délicatesse. Maintenant, je vais vous aider à vous lever. Je ne vous laisserai pas le faire seul après le coup que vous avez pris sur le carafon. De toute façon, c'est la procédure. Elle prend d'abord mon pouls, puis vérifie ma pression artérielle avec un sphygmomanomètre. Jusque-là, lors des soins, il y avait toujours eu le tissu du gant ou de la serviette de toilette entre les doigts de Lucie et ma peau. Aussi, lorsque je sens les doigts de la jeune femme se poser sur mon poignet, j'ai un léger frémissement. Si elle s'en est aperçue, elle n'en a rien laissé paraître. Puis elle m'aide à m'asseoir au bord du lit, attend un petit moment et vérifie de nouveau mes pulsations et ma pression artérielle. Elle est vraiment tout près de moi, et je sens la chaleur de son corps et un léger parfum ambré. « Ça va ?» demande-t-elle. « Pas de sensation de vertige, de malaise ?» Je fais signe que non. Elle m'autorise alors à me mettre brièvement debout pour m'installer dans le fauteuil juste à côté du lit. Et cette fois, je me retrouve encore plus proche d'elle. Nos corps se touchent et je dois prendre une grande inspiration pour ne pas craquer. Mon cœur bat à tout rompre. Pour vous raser, je vous prépare le matériel et je vous laisse faire, à moins que vous ne vouliez que je le fasse, puisque vous n'êtes pas gaucher. Je vais tenter de le faire seul. De toute façon, il faut que j'apprenne à me débrouiller. En effet, cela me paraît judicieux. De toute façon, je ne m'éloigne pas. Je m'occupe de la réfection de votre lit pendant ce temps. Elle enlève donc le matériel qui n'est plus nécessaire, va changer l'eau de la cuvette et dispose devant moi tout ce dont j'ai besoin, sans un mot de plus. Je ne sais trop quoi penser, mais je m'abstiens d'ajouter quoi que ce soit. Voyant que je ne m'en sors pas si mal, elle s'apprête à quitter la chambre avec le linge destiné au lavage. Je reviens d'ici un quart d'heure avec votre petit déjeuner. Thé ou café ? Café, s'il vous plaît. Je m'efforce de paraître indifférent, mais je n'y arrive pas. Dès qu'elle est là, j'ai envie de la toucher, et je dois faire des efforts surhumains pour ne pas le faire. Et je suis sûre que Lucie a conscience de mon regard sur elle, alors qu'elle se dirige vers la porte. Plusieurs fois, elle s'est troublée lorsqu'elle m'a vu regarder dans sa direction. S'il y a une chose que je ne maîtrise pas, c'est l'intensité de mon regard. Mais j'imagine que pour elle, je ne suis qu'un boche. Pire encore, un SS. Lorsqu'elle réapparaît un quart d'heure plus tard, j'ai fini de me raser. Elle débarrasse l'adaptable du matériel qui l'encombre, le nettoie et me sert mon petit déjeuner. Je vous ai préparé 2 tartines, une avec du beurre et l'autre avec de la confiture, monsieur Steinert. Car avec une seule main, c'est compliqué. J'espère que cela vous convient. C'est parfait, Lucie. Merci.
Mais je vous en prie, appelez-moi Hugo. Nous avons sensiblement le même âge, vous et moi. Vous êtes mon patient, et je suis tenue de garder une certaine distance, émet-elle d'une voix mal assurée. Je préfère donc m'en tenir à M. Steinert, et que vous m'appeliez par mon nom, qui est Mademoiselle de Villa. Croyez-moi, c'est mieux pour vous comme pour moi. Je me fige en entendant sa réponse, puis je tente de me rassurer. Elle ne veut pas que je me fasse des idées et que je cherche à aller plus loin. Le fait que je sois dans le mauvais camp n'est pas anodin non plus. Je n'ai pas perçu d'agressivité ou de mépris. Elle s'efforce plutôt de se montrer ferme. Elle n'a toutefois pas réussi, car sa voix est tout sauf ferme, et a tendance à monter dans les aigus. Si elle pense que je cherche à avoir une aventure avec une Française, elle devrait savoir que ce genre de relation m'est normalement interdite par l'armée allemande. Le Reich n'a-t-il pas réglementé les relations sexuelles de ses soldats? Enfin, ça c'est sur le papier, car j'ai effectivement eu des aventures avec des Françaises comme d'autres soldats allemands. Toutefois, je dois avoir quand même l'air abasourdi parce qu'elle vient de déclarer, comme si le ciel venait de me tomber sur la tête. Elle essaie de minimiser l'impact de ses paroles. Je pourrais avoir des ennuis si on m'entendait vous appeler par votre prénom. Je me surprends à respirer un peu mieux. Puis-je quand même vous demander un service, mademoiselle de Villa? Tout dépend du service, fait-elle avec un petit sourire. J'aimerais rencontrer le curé de votre village ou votre père pour les remercier. Serait-il possible de leur faire part de ma requête? Je n'aurais pas besoin de le faire. L'abbé Payot a prévu de venir afin de prendre de vos nouvelles. Je pense qu'il va passer en début d'après-midi. Alors c'est parfait. Mais ne devriez-vous pas aller vous reposer? Vous avez l'air épuisé, et tout ça à cause de moi. J'ai prononcé ces mots avec une tristesse mal contenue. Et Lucie semble déstabilisée, mais elle me fait pourtant face, ses yeux verts un peu trop brillants. En effet, je suis fatiguée. Je vais suivre votre conseil, si je veux être en forme pour la nuit prochaine. Et elle sort de la chambre précipitamment, me laissant perplexe. Vers 14h, l'abbé Payot pénètre dans ma chambre. Venant aux nouvelles du rescapé de l'accident de Valorcine que je suis. Je ne m'attendais pas à voir un prêtre aussi jeune. Il paraît avoir une trentaine d'années. Avec son visage encore poupin et ses lunettes rondes, on dirait qu'il sort tout juste du séminaire. « Bonjour, monsieur Steinert. Comment vous sentez-vous ?»« Mieux, grâce à vous et monsieur De Villa, ainsi que Grizzly. Et n'oubliez pas Lucie. Elle a tout donné pour que vous ayez les meilleures chances de survie. » Le curé m'observe pendant qu'il évoque Lucie. Il a dû voir mon regard bleu s'illuminer malgré mes efforts pour dissimuler la lueur de joie que sa révélation sur le rôle de Lucie a déclenché. Vous savez, quand je me suis réveillée, elle est la première personne que j'ai vue, tentais-je comme pour me justifier. J'étais encore un peu dans le brouillard, mais je ne voyais que ses yeux verts, et j'ai cru que c'était un ange et que j'étais au paradis. Elle a démenti, mais je sais qu'elle est mon ange gardien. Je n'en doute pas. Et son prénom signifie lumière, la petite lumière qui vous a guidé pour revenir parmi nous. Et aussi la lumière de ma vie, pensais-je en moi-même. Mais pour l'instant, si moi j'ai eu le coup de foudre pour elle, j'ai plutôt l'impression que c'est un sens unique. Pourtant, je sens qu'il se passe quelque chose de spécial entre nous. Très juste, finis-je par articuler. Monsieur le curé, si vous avez un peu de temps, j'aimerais me confesser. Ma foi, je suis à votre disposition, mon fils. Nous faisons tous les deux le signe de la croix. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché, dis-je. Le prêtre me bénit et m'invite à parler. J'avoue ne pas m'être confessé depuis plus d'1 an. Comme vous le savez, monsieur le curé, je suis allemand, de Munich. Et si mon père est allemand, ma mère est française. Je sais, monsieur Steinert, nous avons trouvé une lettre de votre mère sur vous. J'avais demandé à Lucie de regarder dans votre veste s'il y avait des papiers pour vous identifier, et cette lettre est tombée de votre portefeuille. Heureusement,
l'un d'entre nous s'en est aperçu. C'est d'ailleurs Lucie qui a vu qu'elle était en français et, à ma demande, elle l'a lu à voix haute. Mais continuez, je vous en prie. Mon père a adhéré aux idées du Parti national-socialiste dès le début, ce qui déplaisait à ma mère, fervente catholique. Elle nous a transmis ses valeurs, à ma sœur aînée, qui est religieuse, et à moi. De l'âge de 12 à 15 ans, j'ai été membre de la Bündische Jugend, les scouts si vous préférez. Avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, ces associations ont été interdites, et mon père m'a donc poussé vers la Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes. J'y suis resté de 1933 à 1936, sans grand enthousiasme, en dehors du sport. Je ne m'y retrouvais pas dans cette organisation qui a surtout pour objectif de former des surhommes, à rien évidemment, d'en faire des soldats, de les endoctriner, notamment dans un antisémitisme forcené. Nous étions incités à éliminer les plus faibles et à nous endurcir. La cruauté des plus grands envers les plus jeunes était tolérée et même encouragée. Je n'ai pas adhéré à toutes ces idées de pureté de la race, complètement à l'opposé de mes valeurs chrétiennes. Le père esquisse un sourire en entendant cet aveu. Je continue en évoquant mon passage dans le Reich Arbeitsdienst pendant 6 mois, à partir de juillet 1937, après mon Abitur, puis mon service militaire pendant 2 années. J'ai commencé ensuite des études de droit à l'université Louis et Maximilien de Munich, bien que mon père aurait préféré me voir intégrer la SS Junkerschule de Bad Tölz. Mais ma mère m'a soutenu dans mon projet. J'ai longtemps hésité entre la médecine, comme mon meilleur ami, et le droit. Mais j'ai finalement choisi ce dernier pour suivre l'exemple de Joseph Müller, un avocat dont l'épouse est une des amies de ma mère. Il est la personne de confiance du clergé catholique allemand, notamment de l'archevêque de Munich, Michael von Faulhaber, dont ma mère est proche, comme elle l'est du jésuite Rupert Mayer. D'après la lettre de votre mère, j'ai cru comprendre que ce monsieur Müller et le père Mayer ont tous les deux été arrêtés, parce que soupçonnés d'être anti-nazis. Du moins, c'est ce que j'imagine. Oui, en effet. Bref, j'ai été autorisée à poursuivre mes études, et pendant les vacances, j'étais soldat dans une compagnie d'étudiants. Durant ces missions sur le front, j'œuvrais comme ambulancier. Je raconte qu'à l'université, j'avais fait la connaissance d'Alexandre Schmorell et de Hans Scholl en 1940, devenu ensuite membre d'un groupe de résistants, la Rose Blanche, créé au printemps 1942, qui diffusait des tracts anti-nazis, alertant la population sur ce qui se passait dans les camps de concentration. J'avoue avoir été sympathisant du groupe, sans y avoir une participation active, tout comme mon ami d'enfance, mais j'approuvais leur démarche, notamment les tracts. Joseph était un de leurs soutiens. Comme eux, je me suis retrouvé en juin 1942 sur le front de l'Est jusqu'en décembre, toujours comme ambulancier, confessai-je à mon interlocuteur. J'y étais témoin des mauvais traitements infligés aux prisonniers ennemis et aux civils locaux. Et quand je parle de mauvais traitements, c'est loin de la réalité, qui était bien pire. Et en février 1943, les membres de la Rose Blanche ont été dénoncés. Alexandre et Hans ont été arrêtés, avec une grande partie des membres du groupe, dont la jeune sœur de Hans, Sophie, étudiante elle aussi. Ils ont été capturés les uns après les autres entre la fin février et la mi-mars. Hans et Sophie ont été parmi les premiers jugés et guillotinés à peine 4 jours après leur arrestation. Alexandre a subi le même sort en juin. Pour des tracts, s'insurge le prêtre. Oui, cela vous paraît disproportionné, n'est-ce pas? Ça l'est. Évidemment, mon père a eu connaissance de mes sympathies pour ce groupe et a jugé que j'étais en danger. Il a beau être un fervent nazi, je reste son fils. Il était furieux, bien sûr, mais surtout inquiet. Il m'a sommé d'entrer dans la SS immédiatement, sans finir mon année universitaire. Ce que je refusais, bien entendu, car je devais passer mon premier examen d'État en droit en juin, pour ensuite effectuer plusieurs années de stage, le Referendarzeit, avant le second et décisif examen d'État. J'explique au prêtre que ma mère m'avait dirigé vers Joseph Müller, qui m'avait suggéré que je pourrais me rendre utile en intégrant certains services de la Schutzstaffel
comme le CIP-OSD, en fournissant des renseignements à la résistance. Le Referendarszeit pouvait être une bonne occasion, mais il fallait que je passe mon examen, ce qui constituait un bon argument pour que mon père me laisse au moins finir mon année. L'avocat m'a fait proposer d'en parler à Johann Rathenhuber, chef de l'Office central de la Sûreté du Reich, le RSD. Ce Rathenhuber n'est rien moins que le chef de la garde rapproché d'Hitler. Il apprécie Müller pour son courage et sa franchise, et le considère comme un ami. Un ami qui lui soutirait des renseignements sans qu'il s'en rende compte, ironisais-je. Toujours est-il que grâce à l'entregent d'un personnage aussi haut placé, mon père m'a laissé finir mon année et passer mon examen, et par ce biais, j'ai été nommé d'abord à Dachau pour y faire mes armes, c'est-à-dire mise à l'épreuve, avant un poste à la CIP-OSD. J'y suis resté 3 mois, comme secrétaire du SS Obersturmbannführer Martin Weiss, commandant le camp. Dachau a beau être un camp de concentration et non un camp d'extermination, il n'en demeure pas moins un endroit d'où peu ressortent vivants, mon père. Les prisonniers y sont traités comme des animaux, des esclaves, qui travaillent 12 heures par jour dans des usines ou des carrières avec pratiquement rien à manger. Quand ils ne meurent pas épuisés par le travail ou la faim, réduits à l'état de squelettes ambulants, ils le sont par le typhus, car les parasites pullulent, ou suite à des expérimentations médicales en tout genre réalisées sur les détenus. À cela, vous ajoutez les coups de la part des capots et le risque d'être abattu à tout moment par un des surveillants SS pour un moment de faiblesse, pour avoir osé le regarder dans les yeux. Le brave curé frémit d'horreur à ces évocations. Croyez-moi, j'ai regroupé le plus d'informations possible sur ce que j'y ai vu pour les transmettre. J'y ai entendu aussi beaucoup de choses de la bouche de SS qui avaient sévi dans d'autres camps, comme le camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne. Là-bas, c'est encore pire. Quand les trains où les Juifs sont entassés à 100 dans des wagons à bestiaux y arrivent, les prisonniers sont séparés en 2 groupes. C'est ce qu'ils appellent la sélection. D'un côté, ceux qui vont aller directement à la chambre à gaz, à savoir tous ceux en incapacité de travailler, hommes et femmes malades ou trop âgés, et les femmes enceintes et les enfants. De l'autre côté, ceux qui peuvent travailler et condamnés à plus ou moins brève échéance, comme ceux de Dachau. C'est ce que le Reichsführer Himmler nomme la solution finale. Et les Alliés savent tout ça ? Demande le curé, pâle comme un linge, même s'il avait déjà entendu parler de ces camps. Au moins depuis 1942, peut-être même avant, puisqu'en juin 1942, la BBC avait même annoncé que 700 000 Juifs avaient déjà été assassinés. Depuis, la cadence de l'extermination s'est accélérée. En mars 1943, le nouveau crématorium d'Auschwitz-Birkenau permettait de brûler les corps d'environ 3000 personnes par jour, et il y en a 3 autres. Les gouvernements des Alliés ont été informés, grâce au déchiffrage des codes qui leur ont permis de lire des rapports des forces de police et de la SS, mais aussi grâce au réseau polonais en ce qui concerne Auschwitz. Pendant toute l'année, ils ont reçu un flot d'informations, comme celles que j'ai transmises. Ils ont même eu des informations de première main par 2 évadés au printemps cette année. Le nombre de personnes gazées à Birkenau est estimé à 1 750 000. Et moi, là-dedans, j'ai le sentiment que mon travail n'est qu'une goutte d'eau dans un immense océan. Même si j'ai transmis des renseignements aux Britanniques et aux Américains via le Vatican, mais aussi le consulat de Zurich, mais mes 2 interlocuteurs habituels ont été arrêtés. Tant que Hitler et ses acolytes seront au pouvoir, ils vont continuer. Pourquoi les Alliés ne bombardent-ils pas ce camp de la mort demanda le curé, comme se parlant à lui-même. Ils tueraient plus innocents encore. Le seul moyen, c'est d'empêcher les trains d'atteindre Birkenau, de quitter les camps de transit en France, comme celui de Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande ou Compiègne. Ça veut dire bombarder les voies ferrées, ou les saboter. Le curé soupire, se sentant aussi impuissant que moi. Ce qui est ironique, c'est que mon travail actuel avec mes collègues, depuis que je suis au Gréco d'Annecy, consiste à enquêter sur les filières d'évasion des Juifs vers la Suisse. Car la priorité du Reich est d'exterminer tous les Juifs d'Europe, d'arrêter les réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne et de lutter contre la résistance, en infiltrant ces réseaux. Je me retrouve le cul entre 2 chaises, car je dois préserver ma couverture, alors que j'aimerais plutôt mettre des bâtons dans les roues de mes collègues pour le sale boulot qu'on nous demande. Nos services dépendent du KDS de Lyon,
commandé par le SS Obersturmbannführer Werner Knapp, et son second, le SS Hauptsturmführer Fritz Hollert. Tout converge vers eux, et ensuite vers Paris, et le SS Standartenführer Helmut Knochen, et son supérieur, le SS Gruppenführer Karl Oberg. Celui qu'on a surnommé le boucher de Paris, s'exclame le prêtre. Lui-même. Mais avant d'être nommé à Annecy, vous devez savoir que j'ai travaillé sous les ordres de Hans Kiefer, chef du SD à Paris, chargé de mener des activités de contre-espionnage contre la résistance française et le SOE. Son supérieur, Helmut Knochen, est le bras armé en France de Walter Schellenberg, le responsable du contre-espionnage et des affaires internationales du SD. Et ce dernier est un proche de Himmler. Croyez-moi, je marche sur des œufs en permanence. Avoir accès à ces personnages importants du Reich peut me permettre aussi d'accéder à des informations intéressantes pour les Alliés. Mais je dois dire que pour l'instant, je n'ai pas récolté de renseignements cruciaux. Je suis persuadé que ce que vous faites est déjà beaucoup, mon fils, même si cela vous paraît dérisoire. D'ailleurs, je vous absous de vos péchés et ne vous donne aucune pénitence. C'est alors que je lui avoue que je sais tout de ses activités, avec notamment Louis Pache, pour faire passer des familles juives en Suisse. Le curé blêmit, mais croise mon regard souriant qui le rassure. Il a eu certainement des sueurs froides, imaginant un instant que j'avais manœuvré pour le faire parler. Rassurez-vous, il ne reste que moi. Mes collègues sont morts dans l'accident. Cependant, je suis quand même inquiet. Le passager avant, qui était un supérieur hiérarchique, notait tout dans un carnet noir qu'il portait toujours sur lui. J'ignore s'il a noté quoi que ce soit sur vous et les habitants du village qui vous aident dans votre mission. Il faudrait vous en assurer. Vous avez rapatrié les corps dans le village ? Oui, au bureau des guides. Il faudrait faire vite, car la police allemande ne va certainement pas traîner. Ne cherchez pas à subtiliser le carnet, car je ne suis pas le seul à savoir que cet officier le conservait sur lui. Sa disparition semblerait suspecte. Il faut surtout prendre connaissance de ce qui est noté dedans. Ceux dont les noms y figureraient sont en danger. Et le seul conseil que je peux donner dans ce cas de figure, c'est de passer en Suisse et vite. Dans le cas contraire, tout va bien, car je sais pertinemment qu'aucun rapport n'a été fait puisque c'est moi qui les tape. L'abbé Payot promet de faire le nécessaire. Monsieur le curé, autre chose. Je vais devoir donner du grain à moudre à mes supérieurs afin de ne pas paraître suspect sur le passage de vos protégés en Suisse. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander l'itinéraire emprunté. Vous allez juste me répondre par oui ou par non. Si je leur parle d'un itinéraire qui passe par le bois de la Planche, est-ce que ça met votre guide en difficulté ? Non, monsieur Steinert, répond le prêtre avec un soupir de soulagement. Mais j'ai autre chose à lui demander, et je ne vais pas attendre le curé longtemps. Je lui fais part de mon inquiétude pour les réseaux de résistance, notamment pour les camps de maquisards qui suivent un entraînement et une instruction militaire en vue d'opération. Pour autant, je regroupe ce que je peux, mais je n'ai rien de vraiment intéressant à leur transmettre. En revanche, il me faudrait quelqu'un à qui transmettre les mouvements suspects des troupes allemandes ou de la milice à des responsables de la résistance. Peut-être connaissez-vous un contact qui pourrait servir de relais ici, mais aussi à Annecy. Je ne vous promets rien, mon fils. Votre intention est louable. Je vais me renseigner et vous tiendrai au courant. Je vais rester à Chamonix encore un moment, précisai-je. Mon bras est immobilisé pendant 4 semaines et je serai au Majestic en convalescence. Il me faut un peu de temps pour avoir une réponse, quelle qu'elle soit. Je vous donne rendez-vous à l'église Saint-Michel, qui est à 300 mètres du Majestic, le 8 février, à 14 heures précises. Si jamais j'ai un empêchement, je vous enverrai quelqu'un de confiance. Le fait que votre bras droit soit immobilisé vous rend reconnaissable, plaisante le curé. Je souris à sa boutade et le remercie. Nous nous séparons avec une poignée de main. Lucie, le soir du 19 janvier 1944. Malgré mon épuisement, j'ai mal dormi. Je pense sans arrêt à Hugo Steinert. Lorsqu'il s'était réveillé, sa réponse spontanée m'avait rassuré, car elle était le signe que son traumatisme crânien était de bons pronostics. Puis j'étais restée subjuguée par son visage, ses yeux lumineux et son sourire qui lui donne l'air d'un enfant. Lorsqu'il parle, il a 2 fossettes sur ses joues.
Elle se voit encore plus lorsqu'il sourit. Puis soudain, je n'ai plus trop su quelle attitude adopter devant cet homme dont les yeux si bleus et le sourire enjôleur me troublent. Il est vraiment beau, s'exprime avec chaleur. Mais c'est un SS. Et je sais qu'il s'est aperçu de mon changement soudain. Cela l'a perturbé quand mon ton est devenu plus sec. J'ai bien vu cette ombre qui est passée dans ses yeux. Quand le médecin m'avait annoncé qu'il avait terminé et que je pouvais revenir dans la chambre pour les soins, j'avais tenté de recomposer mes traits pour ne pas me trahir. À vrai dire, pour ne pas trahir quoi exactement? Car je ne sais plus où j'en suis. Il m'attire, mais cet homme si beau est un nazi. Pendant une seconde, j'avais repensé à la conjecture de l'abbé Payot, et si Hugo n'était pas réellement un SS. Mais obstinément ce matin, j'avais repoussé cette éventualité. C'était d'un pas mal assuré que je m'étais dirigée vers la chambre de mon patient, bien décidée à rester distante, inspirant profondément avant d'entrer. Et si le curé avait raison? Cette idée tourne en boucle dans ma tête alors que je m'apprête à reprendre mon service pour la nuit. Je préfère la chasser de mon esprit et me focalise sur la seule certitude que j'ai au sujet du sous-officier. C'est un moche et un SS. Rien n'est possible entre nous. Pourtant, je ne peux m'empêcher de repenser à sa réaction lorsque je lui ai dit que je préférais qu'il m'appelle Mademoiselle de Villa et que je m'adresserais à lui en le nommant Monsieur Steinert. J'ai senti l'atmosphère s'épaissir à ce moment-là. En réalité, je suis complètement perdue. Je n'éprouve aucun mépris pour lui. Il m'attire. Mais toute relation entre nous est à terme vouée à l'échec. De ma part, ce serait considéré comme une inconduite notoire, un comportement indigne. Mais alors que le sommeil me fuyait, je n'avais cessé de me demander si je n'avais pas été trop froide avec lui. Quand j'avais quitté la chambre ce matin, je sentais mes yeux me brûler. J'étais à deux doigts de pleurer. Pleurer sur quoi d'ailleurs? À cause de la peine que je lui faisais ou sur mes regrets à moi? Quand je lui avais fait face, je suis certaine qu'il avait vu que mes yeux étaient un peu trop brillants. C'est pour cette raison que j'avais détalé avant qu'il s'aperçoive que je pleurais. Le jeune SS, ou peut-être pseudo-SS, vient de finir son repas du soir et est encore installé dans son fauteuil d'hôpital quand je frappe à la porte de sa chambre. J'attends qu'il réponde avant d'entrer. « Bonsoir, monsieur Steinert. Avez-vous besoin de quoi que ce soit ?»« Je pense pouvoir me débrouiller seule, mademoiselle de Villa. Il le faut. Ne me l'avez-vous pas conseillé vous-même ?»« En effet. Avez-vous vu l'abbé Payot ?»« Oui, j'ai pu le remercier. Comme le médecin, il a insisté sur votre rôle dans ma survie. C'est un bien brave homme. Un jeune prêtre, d'ailleurs. Je m'attendais à un vieillard quand vous m'avez parlé de votre curé. Il a même accepté de m'entendre en confession. Cela ne me surprend pas. C'est un homme bienveillant et compatissant, profondément altruiste. Il m'a d'ailleurs révélé que vous aviez lu la lettre de ma mère, qui était dans mon portefeuille. Je rougis jusqu'aux oreilles comme si je me sentais prise en faute. Ceci dit, à ce moment précis, je réalise qu'il s'agit d'une indiscrétion, et cela sonne comme un reproche sortant de la bouche de Hugo. Sa remarque me met sur la défensive. Ce n'est pas un problème. Sauf si vous en révélez le contenu à ma hiérarchie, ajoute-t-il, voyant ma gêne. Pour moi, ça signifie que vous avez découvert que ma fonction au Gréco n'est qu'une couverture. Ou bien cette lettre est un moyen de noyer le poisson. La seule chose dont je suis certaine, c'est ce qui est écrit sur les documents officiels. Hugo reste sans voix devant ma mauvaise foi. Il semble comme foudroyé. Votre curé, lui, l'a interprété autrement. En outre, il m'a entendu en confession. Il sait tout de moi. Mais Lucie, pardon, mademoiselle de Villa, si c'est ce que vous pensez, je n'insiste pas. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire, et rassurez-vous, car je connais votre conscience professionnelle, je vais me débrouiller pour me coucher. D'autres patients ont certainement plus besoin de vous que moi. Il met alors ses paroles en acte et se lève de son fauteuil pour se coucher, sans un regard vers moi. Je regrette déjà ce que j'ai dit,
Mais il est trop tard. En faisant ma ronde de 4 heures du matin, j'entends gémir puis crier dans la chambre de Hugo. Alerté, je me précipite craignant d'une chute. Mais il n'en est rien. Le jeune homme est bien dans son lit. Cependant, il gémit, gesticule autant que le permet le bandage qui bloque son bras droit. Des mots sans suite s'échappent de ses lèvres. Pourtant, je perçois certains propos plus clairement. Je suis surpris qu'il rêve en français. Ils savent et ils ne font rien, crie-t-il. Mais de qui est-il question, me demandai-je. Ils veulent tous les exterminer, tous, des millions. Pourquoi laissent-ils faire ça? Ils savent, depuis des mois. Le jeune homme se tait quelques instants. Je m'approche un peu plus près, tenté de lui prendre la main, mais il recommence à s'agiter, bougeant la tête frénétiquement d'un côté et de l'autre. Non, hurle-t-il, pas les enfants. Ce sont des monstres, ils les tuent tous les juifs. Mon Dieu, faites qu'ils arrêtent. Pourquoi laissez-vous faire ça? Je reste pétrifié. Certains mots restent incompréhensibles. Puis le jeune sous-officier semble se calmer, mais pas pour très longtemps, car je l'entends de nouveau gémir. Lucie, pourquoi? Ça fait si mal. Je ne suis pas comme eux. Il pleure en dormant, secouant toujours la tête de droite à gauche. Je me sens complètement démunie. J'essaie de m'accrocher à mes certitudes. Il est allemand et un SS, un putain de SS. Mais cet argument n'a aucune portée. Au fond de moi, je sais que j'ai tort. Il n'est pas un démon déguisé en ange pour nous tromper, moi et les autres. J'ai tout faux, et sur toute la ligne. Il crie de nouveau mon prénom, et je m'apprête à saisir sa main, mais de nouveau, je me retiens. Je ne dois pas le réveiller. Je ne veux pas lire dans ses beaux yeux bleus les reproches que je sais mériter. Je quitte la chambre silencieusement. Je reviens vers 6 heures du matin et entre sans bruit pour voir comment il va. Hugo est réveillé et regarde fixement vers le plafond. Un léger tressaillement me montre qu'il aperçut ma présence, mais il ne tourne pas la tête vers moi. « Monsieur Steinert, ça va? Vous avez fait des cauchemars cette nuit. » N'ayez crainte, je survivrai. J'ai l'habitude de ces cauchemars. Ils sont récurrents, répond-il sèchement, fixant obstinément le plafond. Je ne comprenais pas tout ce que vous disiez, mais vous avez parlé de millions de morts, d'extermination, des enfants, des juifs, et aussi qu'ils savaient qu'ils ne faisaient rien. De qui parliez-vous quand vous disiez « ils » ? Il se redresse soudain, prenant appui sur son coude gauche, et darde son regard bleu sur moi. Les Alliés, Lucie. Ils savent pour les Juifs dans les camps. Je le contemple hébété. Dans ses yeux, je devine la colère. Que savent-ils, mon Kierge? Ils savent qu'ils sont exterminés. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, celles qui sont malades ou dans l'incapacité de travailler, tous. Et quand ils ne les tuent pas tout de suite, ils meurent de faim ou d'épuisement, liés au travail forcé. Ces gens qu'on entasse dans des wagons à bestiaux, serrés comme des sardines, sans nourriture, presque sans eau, et qu'on emmène vers l'Est, en Allemagne, mais surtout en Pologne, en ce qui concerne les Juifs. Que croyez-vous que les nazis en font? Qui les emmène en colonie de vacances? Au fond, vous le savez, vous aussi, ils les gazent, puis ils brûlent leurs corps dans d'énormes fours, des milliers de corps chaque jour. Je le regarde les yeux exorbités, blême. Et leur objectif, c'est de tuer tous les Juifs d'Europe. Ça fait mal, hein, d'entendre ça. Voyez, je vous donne une raison supplémentaire de me détester. Moi, un Allemand, et SS de surcroît, de me traiter avec froideur. Mais peut-être avez-vous besoin de voir pour croire. Après tout, peut-être que je raconte des histoires. N'est-ce pas, mademoiselle de Villa? Il a débité cela d'une seule traite, hors d'haleine, et sa voix s'est brisée sur la dernière phrase. Il respire avec peine, comme épuisé par l'effort qu'il vient de faire. Je ne bouge pas, tétanisé par le mélange de colère et de désespoir que je sens en lui. Je m'aperçois que des larmes roulent sur les joues du jeune homme. Vous auriez dû me laisser crever.
Je sais maintenant que vous m'avez sauvé que par devoir. Je ne vous en veux pas. Je suis juste déçue. Merci d'être passé me voir. Je crois que je saurai me débrouiller pour ma toilette, si vous me laissez le matériel nécessaire. Je m'abstiens de tout commentaire. Que pourrais-je dire? Je sors le cœur serré et reviens avec ce qu'il faut à Hugo pour sa toilette. Je dépose le tout sur l'adaptable près du lit. Je me sens accablée et n'ose plus le regarder. Je me dirige vers la porte quand je l'entends briser le silence qui pèse entre nous. Vous resterez tout de même mon ange, tout au fond de mon cœur, Lucie. Je stoppe net, hésite, puis me retourne une dernière fois vers lui. Je dois être livide.